Bonjour à tous, Clément Girard. Je suis consultant et formateur sur les sujets liés à la qualité de vie aux conditions de travail, la prévention des risques psychosociaux et prévention des risques professionnels au sens large. J'interviens également sur les formations des membres du CSE sur la partie santé, sécurité, conditions de travail. Voilà, sinon, j'ai une expérience de consultant de près de 15 ans sur ces thématiques-là et l'évaluation des risques psychosociaux. Je suis sur cette thématique depuis 2012, justement, pour accompagner les entreprises dans ces démarches d'évaluation de risques et de prévention. Hop, si voilà, ça veut bien passer. L'objectif de la présentation, c'est de revenir quand même sur le contexte, certaines définitions. On parle de stress, on parle de RPS, de revenir sur les niveaux de prévention. Et je m'arrêterai après sur comment on fait l'évaluation des risques psychosociaux, les phases du projet. Et on terminera avec les liens au document unique et avec les démarches liées à la qualité de vie et aux conditions de travail. Alors tout d'abord, quand on parle de stress, qu'est-ce qu'on entend par stress? Il y a eu des définitions, notamment, il y a plusieurs chercheurs et il y a Monsieur Celi, hein, qui, au début du siècle, donc lui, il est né en 1907 et donc a fait des travaux sur le stress. Il a défini le stress, une première définition en 1925. L'idée, c'était l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques qui sont mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné. En 1956, il a défini le syndrome général d'adaptation. Donc, c'est la courbe que vous voyez à l'écran, hein. Et donc, en fait, ce sont les différents mécanismes qui vont rentrer en jeu dans ce phénomène de stress. Il a déterminé en fait trois principales phases, une phase d'alarme, une phase de résistance, une phase d'épuisement. Et là, ce qui est intéressant de s'arrêter sur ce schéma, c'est de bien prendre conscience que quand on parle de stress, ce que l'individu ou les individus vont ressentir, c'est lié à des phénomènes biologiques dans notre organisme, hein. Donc, c'est un phénomène qui est biologique. Quand on parle de la phase 1, la première phase, c'est la phase d'alarme, hein. En fait, l'organisme va détecter un stimulus, qui est un stresseur, va engendrer une libération d'hormones, hein. Dans ce cadre, on va parler de catécholamine, hein. Et donc, ces hormones, en fait, vont faire que le rythme cardiaque augmente, l'augmentation de la tension artérielle, l'augmentation de la température corporelle. L'idée, c'est d'apporter de l'oxygène à notre cerveau et au cœur et aux muscles. Donc là, on se met en phase d'alarme. La deuxième phase, c'est la phase de résistance. Et là, on a un deuxième axe neuro-hormonal qui va être activé avec la libération de glucocorticoïdes. Donc là, la substance, en fait, va engendrer une augmentation du taux de sucre dans le sang et va apporter l'énergie nécessaire au cerveau, au cœur, à nos muscles, justement, pour pouvoir réagir à la situation, au stresseur. Donc ça peut être engendrer une situation de fuite, une situation d'attaque, etc. Et la troisième phase, c'est la phase d'épuisement. C'est-à-dire que dans cette phase-là, on va être submergé par les hormones activatrices, hein, les précédentes. On arrive dans cette phase quand on a eu une exposition prolongée au stress, hein. Notre organisme n'est plus en mesure de réguler en fait toutes ces hormones. Et là, c'est ce qu'on appelle le stress chronique et va engendrer la phase d'épuisement. Donc ça, c'est le premier élément. Le stress, c'est un phénomène qui est biologique. Euh, On a une définition aussi qui est apparue sur le stress en 2002. Donc ça, c'est l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail qui a rédigé cette définition. Un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Donc là, tous les mots ont leur importance et je voudrais quand même revenir sur la notion de perception, hein. Effectivement,
quand on va parler de stress, c'est lié à la perception qu'en ont les individus. Donc effectivement, par rapport à une situation donnée, chaque personne, donc toute personne qui est autour de l'écran, par exemple, va avoir sa propre perception de la réalité qui est en face de lui. Donc ça, c'est important, hein, parce que quand on va s'engager dans une démarche d'évaluation des RPS, on a une notion de perception qui est individuelle, et ça, c'est la première difficulté, c'est que dans une démarche d'évaluation des RPS, nous, ce qu'on va rechercher, c'est une approche collective, et donc une analyse qui répond au collectif de travail. Cette notion de perception individuelle, donc ça, c'est la première partie de la définition. Et la deuxième partie de la définition, c'est la notion d'équilibre ou de déséquilibre, c'est-à-dire le déséquilibre entre la perception des contraintes de la situation de travail qui présente des facteurs de stress et la perception des ressources, de ses propres ressources, pour faire face à cette situation de stress. Et donc, effectivement, quand on veut traiter le stress, il faut avoir un peu cette représentation sous forme de balance. On a des facteurs de risque, on a des ressources pour y faire face, et l'idée d'un projet de gestion du stress, bah, c'est d'être sur cette notion d'équilibre entre les contraintes et les ressources. Le stress, donc, ce n'est pas une maladie en soi, hein, c'est un état. Donc, effectivement, on peut avoir des effets de stress qui vont être ponctuels, hein, et ce qui est vraiment néfaste pour la santé, c'est quand le stress va s'installer dans la durée et qu'il va devenir chronique. Les effets pour la santé, du coup, de ce stress chronique, on va pouvoir avoir des maladies cardiovasculaires. Ça peut contribuer aussi, c'est un facteur important dans la survenue des troubles musculo-squelettiques, hein, donc tout ce qu'on appelle les TMS. Hein. Par exemple, si je prends quelqu'un qui travaille dans un métier administratif au bureau, mais qui est assailli par des demandes de téléphone X ou Y, une charge de travail importante, effectivement, on va tout de suite avoir tendance à se crisper, à être tendu, à pas bouger, à faire des gestes répétitifs avec son ordinateur, et donc, effectivement, ça contribue à augmenter l'apparition des TMS. Également, c'est une cause de dépression, d'anxiété. Et puis, ça va contribuer au phénomène, hein, dont on entend beaucoup parler, d'épuisement professionnel, de burn-out. Autre conséquence, hein, pour la santé, hein, ça peut aller jusqu'à des situations malheureusement de suicide auprès de salariés. Euh, on a, ou vous avez sûrement entendu parler de un peu de stress. Bah, ça fait pas de mal, un peu de stress, ça nous rend performants. Alors ça, c'est une vieille idée, hein, qui date de 1908, hein, et pourtant qui est reprise dans quand même pas mal d'ouvrages encore aujourd'hui. Hein. C'est Yerkes et Dodson qui avaient fait donc une étude en montrant que effectivement, bah, un petit peu de stress, hein, ça permettait d'augmenter la performance des salariés. Euh, donc c'est une étude de 1908 quand même. Et en 2008, donc un siècle après, il y a le professeur Éric Gosselin qui a voulu faire une étude, hein, reprendre une étude sur les liens entre le stress et les performances. Alors, on pourrait dire que c'est en fait une méta-étude, hein, puisqu'il est parti de 52 études réalisées par d'autres chercheurs, hein, entre 80 et 2006, hein, des études qui portaient sur la relation entre le stress et la performance. Et puis, il a compilé tous les résultats. Et en fait, il est arrivé à cette conclusion très surprenante que finalement, la performance va augmenter avec un peu de stress dans seulement 10% des cas. Dans 75% des cas, les études montrent que quand le stress augmente, la performance et l'efficacité intellectuelle diminuent. Et dans 15% des cas, les études n'observent aucune relation entre le stress et la performance. Donc, l'idée reçue qui est de dire un peu de stress, ça augmente la performance, bah, c'est faux, ou on va dire c'est vrai, mais dans 10% des cas. Ensuite, si on vient sur la notion des risques psychosociaux, hein, donc la thématique qui va concerner donc, l'entreprise.
On va voir la définition des RPS. Tout d'abord, quand on va engager ce type de démarche dans l'entreprise, on va avoir forcément des idées reçues. Hein, donc là, je vous ai repris quelques affiches que vous pouvez trouver sur le site de l'INRS. Un peu de stress, c'est motivant. C'est pas si grave que ça fait partie du métier, c'est dans ta tête, c'est parce qu'il y a des problèmes personnels, ou attention, je vais pas commencer à traiter ce sujet-là parce que qu'est-ce que je vais trouver sous le tapis, donc ne pas en parler, c'est éviter les problèmes. Et puis aussi, notre idée, c'est souvent le stress, bah, c'est à cause du chef. Voilà. Maintenant, il faut quand même se dire, finalement, quand on parle de RPS, quelle est la définition? Hein, quand on regarde les ouvrages, effectivement, vous allez vite avoir beaucoup de définitions différentes ou qui se rejoignent pour partie sur les RPS. En France, il y a eu en 2010, à la demande du gouvernement, un rapport qui a été rédigé hein, suite à la réunion d'un collège d'expertise. Donc, on l'appelle le rapport Golac. 2010, c'est après malheureusement la vague de suicides de 2008 qu'on a eu dans certains domaines d'activité, type téléphonie. Et donc le gouvernement a voulu réaliser en fait une expertise et avoir des pistes d'action pour comment suivre les risques psychosociaux. Et donc on a ce fameux rapport Golac qui a permis de formuler une définition des RPS qui aujourd'hui fait consensus. Hein. Donc, la définition est la suivante, hein. Les risques psychosociaux sont définis comme des risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Là, ce qui est intéressant aussi dans la définition, c'est qu'on dit bien la notion de risque pour la santé mentale, mais aussi des risques pour la santé physique et également pour la santé sociale, hein, le collectif de travail. Ici, vous voyez sur la partie gauche, en fait, hein, quand on parle de RPS, on peut également les regrouper en trois domaines. Hein, le premier domaine, on va parler des violences externes, hein, donc ce qu'on pourrait retrouver par exemple sur des postes de travail où on est face à face à du public. Hein, donc par exemple un guichet d'accueil, un conducteur de bus, quelqu'un qui fait de la prise d'appels téléphoniques. Donc c'est des violences qui vont être externes à l'entreprise et qui vont atteindre la personne qui est face au public. Autre catégorie de violence, on va plutôt avoir cette fois-ci des violences qui sont internes. Donc c'est dans cette catégorie qu'on va retrouver la notion de harcèlement, harcèlement moral, sexuel, les agissements sexistes ou d'autres conflits interindividuels entre collègues ou avec son responsable dans une équipe. Et puis la troisième catégorie, hein, qui est la facteur en fait stress, eh bien, ça va être d'identifier, de rechercher bah, tous les facteurs qui peuvent être à la source d'un déséquilibre entre les contraintes et les ressources dont on dispose pour pouvoir y faire face. Donc le rapport Golac a permis également de mettre en évidence six principales catégories de facteurs de risques psychosociaux. Hein, la première catégorie, les exigences du travail. Donc, on va retrouver ici tout l'intensité, le temps de travail. Par exemple, la surcharge de travail, des objectifs irréalistes ou flous, une longue journée de travail, des instructions contradictoires, des horaires atypiques. Les exigences émotionnelles, bah, ça va être par exemple les tensions avec le public, avoir un métier qui est en contact avec la souffrance, la détresse humaine. Je dois cacher mes émotions, par exemple, je dois toujours faire bonne figure face aux personnes auxquelles je m'adresse. Le troisième facteur, c'est l'autonomie. Hein. Donc, quelles sont les marges de manœuvre dont je dispose pour faire mon travail? Quel est le rythme de travail imposé? Est-ce que j'ai la possibilité de développer des compétences, de participer aux décisions qui concernent l'organisation du travail? Le quatrième facteur, c'est la dimension des relations sociales, hein, les rapports sociaux au travail. Est-ce qu'il y a des conflits avec des collègues, avec la hiérarchie?
quelles sont les pratiques de reconnaissance, est-ce que je me sens reconnu, suffisamment reconnu dans mon travail. Le cinquième facteur, qui sont les conflits de valeurs. Hein, est-ce que j'ai le sentiment de pouvoir réaliser mon travail en atteignant les objectifs de qualité que je souhaite atteindre? Et le sixième facteur qui concerne l'insécurité de la situation de travail. Hein, l'insécurité, c'est plutôt du travail, c'est dans le sens, est-ce que j'ai peur de perdre mon emploi? Est-ce que je vais réussir à faire face aux évolutions technologiques de mon emploi par rapport à mes compétences et à- à la mise en œuvre de nouveaux outils? Comment mon métier va évoluer dans le temps? Il sera encore là dans 10 ans, etc., etc. Et donc, effectivement, quand on va faire une évaluation des risques psychosociaux, moi, la méthode hein, que je vais utiliser, notamment, va viser à pouvoir effectuer un diagnostic en mettant en évidence quels pourraient être les facteurs de RPS par rapport à ces différents facteurs qui sont énumérés dans le rapport GOLAC. Question aussi qui est régulièrement posée. C'est effectivement par rapport aux affections psychiques, est-ce que ça peut être reconnu comme maladie professionnelle ou accident de travail? Alors, si je m'intéresse dans un premier temps aux maladies professionnelles, effectivement, il n'existe pas de tableau de maladie professionnelle. Non. Ça, c'est, on va dire, la voie de reconnaissance entre guillemets classique. C'est j'ai une maladie, elle est notée dans un tableau de maladie professionnelle. Si je réponds à différents critères qui sont indiqués dans le tableau, eh bien, je vais pouvoir faire une demande de reconnaissance. Ici, dans le cas des affections psychiques, il n'existe pas de tableau de maladie professionnelle. Alors, il y a quelques années, hein, on va dire presque 10 ans, la réglementation a évolué et a vu intégrer dans le Code du travail la possibilité de pouvoir faire reconnaître les affections psychiques en tant que maladie professionnelle. Donc, il n'y a pas de tableau, mais la possibilité est de passer par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu'on appelle le C2RMP. Alors, en fait, ça va être des dossiers qui vont être instruits au cas par cas, avec quand même une première condition quand même d'entrée, c'est d'avoir une incapacité prévisible d'au moins 25%. Donc, c'est déjà énorme. Donc, il faut déjà avoir cette incapacité de 25%. Et après, le dossier sera étudié au cas par cas pour voir effectivement s'il y a un lien avec le travail. Donc, l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, puisque les stats qu'on a, c'est les statistiques de 2021, hein, qui ont été publiées en 2022, mais c'est l'année 2021. Il y a eu, par le C2RMP, 1566 maladies professionnelles qui ont été reconnues. Voilà. Euh, Également, au titre des accidents du travail, en 2021, donc, en répondant à la définition hein, de l'accident du travail, hein, qui est un événement brutal qui survient à l'occasion du travail et sur le lieu de travail, on a eu 10 662 affections psychiques qui ont été prises en charge comme accident du travail. Donc, on a des statistiques. Après, bien entendu, vous avez vu des critères pour les maladies professionnelles. Et puis, il faut répondre à la définition de l'accident du travail. Donc, on peut légitimement penser que ces données, malheureusement, sont bien sous-évaluées et que la réalité est bien plus importante. Maintenant, l'idée, justement, c'est de ne pas faire augmenter ces statistiques, hein, et c'est de faire de la prévention pour éviter d'avoir des affections psychiques liées au travail. Il y a 3 niveaux de prévention. On parle de prévention primaire, de prévention secondaire, de prévention tertiaire. Quand on parle, je vais commencer par la fin, la prévention tertiaire. Ici, l'idée, ça va être malheureusement le mal est fait et j'ai des personnes qui sont en souffrance. Et donc, l'objectif de la prévention tertiaire, ça va être de prendre en charge ces personnes en souffrance et de les accompagner. Hein, donc, c'est là où va intervenir le psychologue du travail, le médecin. Et c'est là où, effectivement, je veux dire, on va plutôt agir sur les conséquences, mais pas sur les causes.
hein. Donc, dans toute démarche de prévention de l'entreprise, l'idée, c'est d'avoir des actions sur les 3 niveaux de prévention, hein. Et donc, ce qu'on peut voir classiquement en entreprise, bah, effectivement, c'est la possibilité de recourir à des psychologues du travail. On a des lignes de soutien d'appel qu'on peut appeler de manière anonyme quand on est dans la difficulté, hein. C'est le recours au service de santé au travail avec le médecin du travail. La prévention secondaire, là encore une fois, on va plutôt agir sur les conséquences que sur les causes. L'objectif, c'est limiter les conséquences des risques. Par exemple, ce serait d'organiser des formations à destination des salariés pour apprendre à gérer le stress. On a des situations qui sont stressantes dans le travail, on va vous apprendre à gérer ce stress. On voit bien qu'ici, on agit sur les conséquences, mais on ne va pas se poser la question des causes, c'est-à-dire bah, qu'est-ce qui, dans ces situations, génère du stress au niveau de nos salariés. Et puis, la prévention primaire, où là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir aller à la cause, hein, traiter la cause, s'attaquer, hein, au risque à la source. Et c'est ici qu'on va pouvoir retrouver toutes les démarches d'évaluation des risques psychosociaux euh, pour justement identifier quels sont les facteurs de risque qui sont la cause de toutes ces problématiques. Bien entendu, une démarche de prévention en entreprise, hein, il faut qu'elle s'articule sur ces 3 niveaux de prévention, hein. Donc, globalement, ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui sont faites en tertiaire. Et on commence à faire aussi de la formation. Et puis, on commence aussi à faire de l'évaluation des RPS. Mais c'est vraiment ici où euh, le gros du travail reste à faire quand même. D'un point de vue réglementaire, bah, le Code du travail est assez clair là-dessus, hein. C'est que dans le premier article du Code du travail, sur la partie santé-sécurité, hein, dans les premiers articles, on voit bien hein, ce qui est dit, hein, c'est l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, hein, c'est bien écrit noir sur blanc, hein. L'obligation de prévention, c'est bien concernant des risques physiques, mais aussi tous les risques qui peuvent affecter la santé mentale des travailleurs. Également, on a les principes généraux de prévention, hein. Et dans ces principes généraux de prévention, on a le deuxième principe qui est le principe d'évaluer les risques, hein, et qui est renforcé par l'obligation de devoir rédiger un document unique d'évaluation des risques. Donc le fameux document dans lequel on va lister les risques auxquels tous les salariés sont exposés. Donc la question à se poser, c'est est-ce que dans le document unique de mon entreprise, j'ai bien intégré un volet sur les risques psychosociaux qui me permet bah, d'évaluer unité de travail par unité de travail le niveau de risque et la nature des risques psychosociaux auxquels les salariés sont exposés. Donc ça, c'est le contexte réglementaire du Code du travail. Et puis après, si rapidement, j'ai repris un des accords qui ont été un peu aussi fondateurs sur la prise de conscience de la problématique. Donc l'accord national de 2008 a rendu obligatoire en 2009 pour justement proposer des indicateurs pour dépister le stress au travail et puis un cadre aussi pour le prévenir. L'accord de 2010 sur la prise en compte du harcèlement et de la violence au travail. Et puis, plus largement, alors ce n'est pas des sources réglementaires, mais qu'est-ce qui va faire aussi que l'entreprise va se lancer dans une démarche d'évaluation des RPS, hein, c'est qu'il y a aussi bah, des sollicitations qui peuvent être effectuées par l'inspecteur du travail, des représentants des organismes de prévention tels que CARSAT ou MSA, le médecin du travail, et puis aussi bah, les représentants du personnel, hein, qui de par la proximité avec les salariés, hein, peuvent être aussi à la source de prise de conscience de problématiques du terrain qui peuvent être remontées à l'employeur et donc qui peuvent susciter l'intérêt pour faire cette évaluation des risques psychosociaux. Je vais prendre un petit peu de temps maintenant pour vous expliquer, lorsque moi j'interviens pour faire une évaluation des risques psychosociaux, bah, quelles sont les principales étapes de la démarche et vous faire part de certains types de retours d'expérience.
La première étape, je disais, ça commence par la rédaction du cahier des charges. L'idée, c'est que l'entreprise, en fait, se pose la question des objectifs qu'elle attend d'une évaluation des risques psychosociaux. Ça va être aussi de formuler quelles sont ses motivations à se lancer dans cette démarche. Ok, on a une motivation réglementaire, mais est-ce qu'il y a d'autres problématiques à prendre enfin, qui suscitent aussi davantage la prise en compte de la thématique? Euh, pour rédiger ce cahier des charges, ce qui est intéressant, c'est d'avoir au préalable monté un comité de pilotage paritaire avec donc des représentants de la direction et des représentants des salariés. Et que ce comité de pilotage, justement, puisse formuler tous ces objectifs dans le cahier des charges. Euh, Bien entendu, le cahier des charges, vous allez voir, hein, quand on fait une évaluation des RPS, il y a différentes méthodologies qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, soit vous avez une idée précise de la méthodologie. Moi, ce que je conseille quand même, c'est pas trop non plus d'imposer une méthodologie au départ, parce que en fonction de la problématique ou du point de départ, il y a des méthodes qui seront plus ou moins adaptées. Donc là, ça peut être aussi intéressant de laisser la porte ouverte aux intervenants, aux consultants externes, pour qu'ils vous proposent les méthodologies. Et justement, c'est à ce moment-là, hein, quand vous aurez diffusé le cahier des charges, que vous aurez eu les réponses des prestataires externes, que la méthodologie proposée vous permettra effectivement aussi de faire un choix sur le prestataire que vous retiendrez. Mais on voit bien que là, on est bien en amont, hein, du démarrage de l'évaluation précise des RPS dans l'entreprise. Une fois que vous avez choisi l'intervenant, il va falloir donc préparer la démarche. Donc là, si vous faites recours à un intervenant externe, ça va se faire de concert avec le comité de pilotage et l'intervenant externe. L'idée, c'est de faire une réunion de lancement, de présenter euh, les grandes phases de l'étude, de présenter les principaux outils qui seront utilisés, de peut-être discuter sur certains outils, hein, pour affiner. Par exemple, si vous partez sur un questionnaire, quel questionnaire on utilise? Est-ce qu'on a possibilité de poser des questions ouvertes? Est-ce qu'on peut modifier des questions ou pas? Parce qu'il y a des questionnaires qui sont validés scientifiquement, donc on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut avec les questionnaires. Donc ça, c'est la phase de lancement. On va se mettre, c'est les règles du jeu, entre guillemets, hein, les règles du jeu qu'on définit au démarrage. On va se mettre d'accord sur le calendrier, le planning. Euh, Immédiatement après le lancement, on va pouvoir faire la deuxième étape, hein, qui va être ce qu'on appelle la pré-enquête. C'est-à-dire que là, moi, quand je vais faire une évaluation au démarrage, j'aime bien pouvoir aussi rencontrer la direction, hein, des représentants de la direction, le directeur, le RH, le préventeur de l'entreprise, hein, qui vont expliquer en fait leur vision de la situation, les risques qu'ils pressentent, les situations qu'ils ont rencontrées ou déjà identifiées. Donc ça se fait avec la direction, les représentants de la direction, mais également, moi je demande systématiquement à pouvoir aussi échanger avec les représentants du personnel pour que effectivement tout le monde puisse s'exprimer et que les représentants d'eux-mêmes puissent exprimer leur vision de la situation dans l'entreprise, exprimer aussi les facteurs de risque que eux ils ont pu identifier, leurs questionnements ou les points de vigilance à avoir sur tel ou tel secteur de l'entreprise. L'après-enquête, c'est également collecter des indicateurs au démarrage, hein. Donc, ça peut être les arrêts maladie, des données relatives à l'absentéisme, le turnover. Enfin, il y a un certain nombre de données aussi, hein, qu'on va pouvoir collecter auprès des ressources humaines, hein, les actions qui sont engagées en matière de formation. On va demander aussi à prendre connaissance des comptes rendus de CSE pour voir les thématiques qui ont pu être abordées. La troisième étape, pareil, point de vigilance quand vous vous lancez dans la démarche. Ça, c'est pas à négliger du tout, hein, c'est la mobilisation des salariés. C'est-à-dire que ça va être la communication que vous allez faire autour de cette évaluation des RPS pour obtenir l'adhésion des salariés à cette enquête. On a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui font beaucoup de baromètres dans tous les sens.
Et là, si on fait, donc on fait beaucoup de questionnaires, etc., auprès des salariés. Donc là, ça veut dire que si on se lance sur une méthode avec du questionnaire, on va relancer un questionnaire auprès des salariés. Donc ils pourraient être un peu lassés d'avoir toujours des questionnaires. Donc là, c'est de bien expliquer le sens de la démarche, qu'on n'est pas sur le baromètre social, que c'est vraiment une étude spécifique et que c'est important de participer. Ça, c'est essentiel pour obtenir leur adhésion. Sinon, on pourrait avoir malheureusement une faible participation à l'enquête. Bon, moi, le retour que j'ai en ce moment, c'est que globalement, quand on fait des enquêtes RPS, la communication marche bien et qu'on a des fortes participations, une forte mobilisation des salariés. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, l'analyse des situations de travail. Eh bien là, vous allez avoir, on va dire, deux outils qu'on peut utiliser, enfin, je dirais presque trois. Euh, le premier outil, ça va être d'utiliser le questionnaire. Hein. Donc le questionnaire, hein, donc il est diffusé soit par papier, soit par Internet, en fonction des métiers. L'intérêt du questionnaire, c'est que vous allez pouvoir toucher l'ensemble des salariés, à condition qu'ils participent à la démarche, bien entendu. Donc ça peut se déployer à l'ensemble des salariés, ça peut se déployer très rapidement. Il y a un avantage aussi qui est d'ordre économique, hein, et donc on peut obtenir des résultats, on va dire, en 2 semaines, quoi. La limite du questionnaire, c'est que bah, on a du quantitatif, très bien, ça va nous donner des statistiques, des tendances, mais on n'aura pas forcément des résultats qui seront qualifiés derrière. C'est-à-dire, oui, vous pourrez savoir que dans tel secteur de l'entreprise, dans tel service, il y a un mal-être, qu'il y a un mal-être qui est peut-être lié plutôt à une question de charge de travail, mais ça s'arrêtera là. On ne va pas vous dire, dans la charge de travail, quel est l'élément problématique. Est-ce que c'est une répartition de la charge dans les équipes? Est-ce que c'est un afflux de demandes, par exemple le lundi matin en début de semaine, etc., etc. Ça, vous ne l'aurez pas forcément par le questionnaire. L'autre limite du questionnaire, ça dépend aussi comment vous avez retranscrit ce questionnaire. C'est-à-dire que si on vous met que des tendances, bah, vous allez dire, bon, là, 80% des salariés sur cette thématique se disent que ça va bien. Bon, bah, c'est bon, il n'y a pas de problème. Attention, 80%, ça veut dire qu'il y a 20% quand même où il y a des problèmes. Hein. Donc, l'interprétation, la synthèse qu'on fait du questionnaire, elle est aussi très importante. Donc ça aussi, hein, quand vous êtes en première étape dans le choix d'intervenant, ça peut être aussi intéressant de demander, alors pas avoir d'études, on ne vous les communiquera jamais des études entières parce qu'il y a la confidentialité, mais de poser des questions sur la forme, l'analyse qui est faite suite à un questionnaire, etc. Donc ça, c'est la méthode par questionnaire. La deuxième méthode, c'est la méthode par entretien. Alors, on peut avoir une méthode qui commence par du questionnaire, qui va permettre d'identifier les secteurs de l'entreprise et les thématiques qui potentiellement posent question, et d'engager la deuxième étude, la deuxième étape, par une analyse qualitative. C'est-à-dire que là, on va organiser des entretiens, des rencontres avec les salariés. Ça peut être des entretiens individuels et on va pouvoir justement, à partir des résultats de l'enquête, bah, venir qualifier, dire, bah voilà, là, on a identifié qu'il y avait un malaise sur la charge de travail dans tel secteur. Est-ce que vous pouvez, comment pouvez-vous nous expliquer ce résultat? Et donc là, ça va permettre de qualifier les résultats. Donc l'intérêt, c'est que là, on est sur du qualitatif. L'inconvénient, bah, c'est que ça prend plus de temps, hein, parce que quand on fait des entretiens individuels, on est sur une base de 45 minutes d'entretien. On en fait en général 6 par jour. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Euh, voilà. Donc en fonction de la taille de l'entreprise, hein, si on est une grande entreprise, bah, l'idée c'est de commencer par du questionnaire et puis d'affiner par de l'entretien. Et puis sur une entreprise de plus petite taille, on peut se permettre d'aller directement sur de l'entretien. Voilà, après, c'est toute une question de budget aussi. Faire un questionnaire quand on est une entreprise de 30 personnes, il n'y a pas un réel entretien parce que le questionnaire, ça a une validité dès lors qu'on a un grand nombre de participants. Donc là, sur une entreprise de taille plus modeste, on peut se permettre d'aller directement sur de l'entretien. Je voulais aborder un point qui était important aussi, hein, et notamment c'est dans la phase de mobilisation des salariés. C'est de bien dire aussi que notre étude,
tout ce qui va être évoqué, notamment lors des entretiens, c'est confidentiel. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire un tel a dit ça, ou on ne mettra pas des propos qui permettront de reconnaître une personne. Donc là, ce qui est important de retenir, c'est la confidentialité des propos. Ensuite, bah, il y a le rapport d'analyse, hein, un rapport qui doit être rédigé. Pareil, c'est intéressant de questionner au démarrage sur quelles sont la forme des rendus. Hein. J'ai dû intervenir, moi, sur des structures qui avaient déjà fait des évaluations de RPS il y a 3 ans, et puis qui m'ont dit, bah, on a eu une étude, tout le monde a bien participé, la méthode était parfaite, mais on a eu un rapport très, très compliqué, très complexe, très détaillé. Et bah, de ce rapport, on n'a pas été en mesure de pouvoir construire notre plan d'action parce qu'on était perdu. Hein. Donc ça, c'est aussi un point de vigilance à avoir, hein, de chercher aussi un rapport qui soit synthétique, qui soit simple. Et puis, la dernière étape, hein, c'est la restitution. Restitution, bien entendu, au comité de pilotage, restitution à l'encadrement, mais de manière plus globale, c'est de se poser la question comment allons-nous restituer les résultats auprès des salariés. Non, à chaque fois, chaque étude, quand je fais des entretiens, les salariés me disent mais quand est-ce qu'on va avoir les résultats? Donc il y a une forte participation, mais il y a une forte attente d'avoir ces résultats. Et là aussi, on ne sait jamais, au démarrage d'une étude, la forme qu'on va privilégier pour la restitution auprès des personnes, du personnel. Donc ça, laisser la porte ouverte dans le cahier des charges, parce que partir d'entrée de jeu sur une restitution collective, des fois, c'est dangereux. Des fois, on ne peut même pas le faire, puisqu'il y a des problématiques qui sont propres à une équipe et qui ont lieu d'être évoquées directement avec l'équipe et pas forcément avec l'ensemble de la structure. Donc moi, classiquement, retour d'expérience, c'est que sur les restitutions, il y a restitution au comité de pilotage, on peut faire des restitutions au CSE avec l'encadrement, et après une restitution bah, équipe par équipe pour présenter, et justement, c'est l'occasion d'échanger sur les résultats avec l'équipe. Et enfin, la dernière étape, qui est l'étape du plan d'action, qui n'est pas l'étape la plus simple, hein. Pareil, dans la mesure du possible, dans votre cahier des charges, actez d'entrée de jeu de vous faire accompagner au moins sur quelques réunions de plan d'action pour partir dans la bonne direction. Hein. Souvent, quand je vois on a fait une évaluation des RPS, on s'est arrêté à la restitution, et ben 2, 3 ans après, on y retourne et le plan d'action, bah, ça a fait plouf. Hein. Donc, l'intervenant, enfin, moi, quand je vais intervenir, ça va être vraiment d'animer des groupes de travail, de préconiser des choses, mais c'est vraiment le groupe de travail qui a la connaissance du fonctionnement de l'entreprise et qui sera en mesure aussi de dire si les préconisations, elles pourront s'appliquer ou pas dans l'entreprise. Et puis l'étape 9, bah, c'est la mise en place du plan de prévention. Et puis, c'est de se dire, il va falloir qu'on puisse suivre cette démarche dans le temps. Les principes de cette évaluation, hein, donc là, je fais le lien avec le document unique, puisqu'on est quand même sur une obligation aussi qui est réglementaire, c'est-à-dire que c'est un risque professionnel, les RPS sont un risque professionnel au même titre que les autres risques de l'entreprise. Donc, il va falloir être en mesure de pouvoir avoir un rendu qui s'intègre dans le document unique. Hein. Le lien qu'on peut faire avec le document unique, c'est dans la méthode, bah, c'est de travailler sur des facteurs collectifs. Hein. Eh bien, on n'est pas sur de l'individuel. On intervient bien en prévention primaire, c'est-à-dire que cette démarche est bien une démarche d'évaluation du risque. L'idée, c'est de faire de la prévention. Hein. L'intervenant n'est pas là pour soigner, pour faire de la thérapie. Hein. Clairement, je suis consultant en santé, sécurité et conditions de travail. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour soigner les gens quand j'interviens. Ça, c'est le rôle du psychologue du travail, du psychologue ou du médecin. Euh, la démarche, c'est vraiment une évaluation en termes de prévention, d'évaluation des risques. Les résultats, l'idée, c'est d'aller aussi au bout de la démarche, de pouvoir avoir un résultat qui s'intègre dans votre document unique. Et donc là, l'intervention, l'idée, hein, c'est d'avoir une méthode. Moi, quand je vais intervenir sur cette évaluation des RPS, je vais demander au démarrage le document unique, de voir comment est construit le document unique, comment il est architecturé autour de ses unités de travail,
et de faire l'enquête, on va dire, par unité de travail. Donc des fois, le document unique, le point de départ est bien fait, donc on reste sur cette structure-là. Mais des fois, on a des unités de travail qui sont mal définies au démarrage, et donc on va être obligé de les retravailler ensemble. Donc de construire des unités de travail, et puis après, ça va être de présenter des résultats par facteur de risque, les 6 facteurs GOLAC qu'on a vu tout à l'heure, avec une cotation en termes de risque, hein, donc, pour dégager donc, une gravité des problématiques identifiées, et puis la fréquence de survenue de ces événements. Euh, pour le préventeur, ce sera plus facile pour lui après pour l'intégrer dans le document unique. Pour terminer, je voulais aussi aborder avec vous le lien entre l'évaluation des RPS et la QVCT. Alors, si je reviens sur l'historique, hein, la QVT, on parlait de QVT au démarrage en 2013, hein, c'était un accord national interprofessionnel. L'idée, c'était effectivement de développer la politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle, poser un cadre de référence. 2013, on est en 2023, donc il y a 2 ans, il y a l'ANACT, hein, qui avait fait un peu une analyse des accords qui avaient été effectués. On s'est rendu compte que beaucoup d'accords traitaient des conditions d'emploi, c'est-à-dire l'égalité professionnelle, le droit à la déconnexion, etc. Donc plutôt sur l'emploi. Et puis, l'entreprise avait matérialisé beaucoup d'actions, on va dire, que je qualifierais de cosmétiques, c'est-à-dire, c'est l'image du billard dans la salle de pause, le panier de légumes qu'on va proposer aux salariés. Alors, le débat n'est pas de dire si on est pour ou contre. C'est des choses qui plaisent aux salariés, qui coûtent peu cher, mais fait est de constater que du coup, on ne traite pas la question des conditions de travail. C'est là où je voulais en venir. Et c'est pour ça qu'en 2020, vous avez eu un deuxième accord national interprofessionnel, justement, hein, pour remettre la notion des conditions de travail au cœur de la démarche, au cœur de l'entreprise. Et donc l'acronyme QVT est devenu QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. Le lien avec les RPS, effectivement, hein, quand la QVT est apparue, tout le monde se posait un petit peu la question, mais qu'est-ce que la QVT? Et globalement, on pouvait dire, bah, c'est une façon de voir les RPS de manière positive. Donc moi, je vais faire de la QVT, mais je vais faire une évaluation des RPS que je vais appeler QVT. Bah, voilà, donc c'est pas ça, hein. C'est vraiment se poser la question des conditions de travail. Et le lien, on va le trouver effectivement sur les conditions de travail. C'est-à-dire qu'une démarche de RPS euh, va donner une première lecture de comment est réalisé le travail réellement par les salariés. Et la démarche QVCT peut très bien venir dans le plan d'action RPS en se disant, bah, là, on a identifié des problématiques liées aux conditions de travail, et donc engager une démarche plus globale dans l'entreprise, qu'on appellerait la démarche QVCT, va permettre de traiter ces problématiques RPS, mais aussi de traiter d'autres problématiques de l'entreprise. Donc là, ici, vous voyez ce que l'ANACT, hein, met derrière la QVCT. Et donc, effectivement, on va bien voir que quand on parle de relationnel au travail, quand on parle du contenu du travail, de la charge de travail, que c'est des éléments qu'on va retrouver dans les composantes de la QVCT, mais qui est bien plus global également. Voilà ce que j'avais prévu d'évoquer avec vous. Maintenant, Agathe, on va peut-être prendre le temps de répondre aux questions. Merci beaucoup en tout cas Clément pour ton intervention. C'était très intéressant. Puis timing parfait, hein. Oui. Donc en tout cas, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet Discuter sur Zoom. Et puis comme ça, notre intervenant pourra y répondre. J'ai déjà une première question pour toi Clément, Oui. d'un participant. Dans le cadre d'un prochain rachat de l'entreprise dans les prochaines semaines et suite au licenciement de 8 personnes pour motif économique, y a-t-il une obligation pour l'entreprise de réaliser une étude des risques RPS? Alors, comment répondre à une question qui est très précise, avec un fort enjeu derrière aussi par rapport aux salariés?
Euh, la réponse que je pourrais faire comme ça, c'est de se dire dans la réglementation, enfin dans le Code du travail, en termes de prévention, dès lors qu'on a des décisions qui impliquent une modification du travail, donc une réorganisation dans le cas présent, cela effectivement implique la mise à jour du document unique. Hein. La mise à jour si je reviens sur la mise à jour du document unique, c'est quand j'identifie un nouveau risque ou quand il y a des choses qui sont modifiées dans le travail, qui viennent modifier les risques de l'entreprise. Donc là, clairement, on pourrait dire effectivement que dans ce cadre-là, ça implique une mise à jour du document unique et donc de se questionner sur l'impact que ça a sur les risques psychosociaux. Hein. Donc, je n'ai pas une réponse, enfin, je n'ai pas à ma connaissance dans le Code du travail une réglementation qui dise dans le cas d'une modification, ça implique une mise à jour de fait des RPS, de l'évaluation des RPS, mais de manière plus globale, sur la partie document unique, on pourrait répondre de cette manière. Est-ce que du coup, Après, c'est clair? ouais, après c'est vrai que sur des questions qui sont très sensibles, très précises comme ça, de reboucler avec un juriste peut être aussi une bonne idée, quoi. Bon, en tout cas, on a eu un retour, c'est très clair, Clément. Ok, Merci. merci. Moi, j'avais une petite question à te poser. Tu parlais du coup du rapport Golac qui va donner du coup une définition des RPS. Donc du coup, ça date de 2010, si je ne me trompe pas. Oui. Et du coup, je m'interrogeais sur le avant. Comment on définissait les RPS? Est-ce que c'était un sujet tabou? On n'en parlait pas? Quel Euh, était le contexte lié à tout ça? Bah, avant, en fait, c'était pas forcément. Alors, en termes de définition, encore aujourd'hui, il y a d'autres définitions des RPS. Le GOLAC, le rapport GOLAC a permis de poser quand même un consensus sur cette définition au niveau de la France. Maintenant, avant 2010, par exemple, je vous ai parlé, 2008, il y a eu cette vague de suicides hein, dans le secteur de la téléphonie ou dans l'automobile. Et c'est quand même, ça a été un élément déclencheur d'une prise de conscience d'une problématique. Malheureusement, comme souvent, on attend qu'il y ait des problèmes pour réagir. On n'est pas dans de la prévention, on n'a pas anticipé. Mais cette vague de drame a fait prendre conscience qu'il y avait un problème. Et donc a donné naissance à un certain nombre de réglementations, donc des accords nationaux interprofessionnels dont j'ai parlé, et puis le rapport GOLAC, hein, c'est à la demande du gouvernement de se dire comment est-ce qu'on peut justement avoir des indicateurs sur la connaissance des RPS dans l'entreprise. Donc, donc voilà, c'est plutôt à partir de 2008. Après, les RPS, ils ont toujours été considérés comme des risques professionnels. Euh, je crois que, alors j'ai un doute sur la date exacte, il me semble que la notion de santé physique et mentale a été ajoutée dans le Code du travail. Le notion mentale a été ajoutée dans le Code du travail, il me semble, en 2002. Mais voilà, de 2002 à, on va dire, 2008, 2010, c'était pas forcément traité, quoi. Et puis, avec le changement du monde du travail, c'est des thématiques, on en parle plus, et c'est des thématiques qui sont de plus en plus évoquées dans l'entreprise, par les représentants du personnel, par les journalistes. Donc, voilà, c'est une thématique qu'on appréhende plus aujourd'hui. Merci beaucoup, Clément. Avez-vous d'autres questions à poser à notre intervenant concernant l'évaluation des risques psychosociaux ou si vous voulez parler d'un cas spécifique lié à votre histoire, votre parcours, votre entreprise? N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors après, Euh, enfin, moi, du coup, s'il n'y a pas de questions là, je prends la parole. Je veux dire, si on veut se lancer dans une démarche de RPS, il faut dédramatiser en fait. Hein. Moi, je vois bien que quand on commence ce type de projet, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de craintes de la part de l'employeur, de se dire, mais qu'est-ce que je vais trouver en fait? Qu'est-ce qui va ressortir de ça?
On va être en incapacité de construire un plan d'action, on va avoir des actions totalement qui vont être hyper compliquées. Il faut dédramatiser, hein. Souvent, cette approche, le fait d'aller vers les salariés, de les rencontrer en entretien, déjà, il y a des salariés qui vous disent ah ben j'ai pu parler, j'ai pu parler de mon travail, rien que ça m'a déjà fait du bien. Bon, même si je vous ai dit, hein, nous, on n'est pas là pour soigner les gens, mais c'est le retour qu'on peut avoir. Donc déjà, c'est perçu positivement par les salariés. Euh, c'est une réponse quand même à une question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, donc on répond à une attente. Et également, on arrive aussi sur des actions qui peuvent être très, très concrètes, hein. Ça peut être des actions qui sont techniques. Alors, j'ai quelques exemples. C'est des exemples que je trouve un peu tristes parce qu'il faut faire des démarches comme ça pour identifier ce type d'action. Mais quand vous rencontrez le personnel qui s'occupe de l'entretien des locaux et qui vous dit, bah, écoutez, nous, ça fait 2 ans qu'on utilise un chariot, que les roues ne roulent pas, qu'on le pousse, qu'on se fait mal au dos, qu'il est dur à manipuler, qu'on a déjà remonté plusieurs fois l'information et que bah, on voit qu'on ne change pas notre chariot, bah, on a l'impression de ne pas être reconnu dans notre travail. Donc moi, ça m'agace d'entendre ça. Bon, après, je n'ai pas à prendre parti, là, je vous fais ce que je ressens, mais que vous allez après expliquer à l'entreprise que bah, voilà, il y a une action concrète qui est à faire. Ça peut être de changer des chariots de ménage, ça peut être du technique. Ça peut être aussi des actions liées à de l'organisation qui vont dire, moi j'ai le matin, je prends l'exemple d'un chauffeur qui doit partir le matin, qui pour partir doit trouver son camion, doit atteler sa remorque. Mais en fait, c'est jamais rangé au même endroit, comme ils sont 50 chauffeurs à partir. Et donc que le matin, bah, il perd une demi-heure à faire le montage de son camion, qui vous dit, bah, moi je perds une demi-heure, je pars en étant énervé sur la route. Bah oui, le patron qui entend ça, il se dit bah, comment ça? Moi, j'ai le risque routier à gérer. J'entends que mes salariés sont énervés en partant sur la route. Puis il entend aussi qu'il perd une demi-heure sur la tournée de son entreprise. Donc là, à la limite, tout le monde est gagnant. Le salarié pour le risque routier, pour le stress, moins de stress, et puis le patron bah, en termes de performance sur l'entreprise. Donc on peut aussi avoir des actions qui sont assez concrètes, quoi, hein. On n'est pas dans des choses toujours euh, irréalisables, quoi. Clément, j'ai deux autres questions pour toi. Ouais. Est-ce que l'entreprise doit obligatoirement faire appel à un prestataire ou peut-elle mener cette étude seule? Le CSE peut-il imposer l'étude et l'appel à un prestataire? Si oui, le coût incombe-t-il à l'entreprise ou au CSE? Alors, Alors, on va reprendre euh, peut-être les questions. ouais, alors, Pareil. il n'y a pas d'obligation de passer par un prestataire externe. Ça, c'est clair, on peut le faire en interne. Maintenant, comme quand on évalue les autres risques physiques, en fait. Maintenant, c'est un risque qui est plus particulier, qui est plus spécifique. Donc, c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui maîtrise le sujet, ça peut aider au succès de la démarche. Pareil, il y a plein de questionnaires qui existent, comme je vous l'ai dit, diffuser un questionnaire, mais si on ne sait pas ce qu'on va en faire derrière, ça peut être contre-productif. Il y avait la Il y question, avait le CSE peut-il imposer l'étude et l'appel à un prestataire? Point d'interrogation. alors, imposer une étude, bah, ça va être plutôt dans le cadre des expertises qu'on peut demander dans le cadre du CSE, en fait, hein. Il y a différents cas où le CSE peut demander des expertises, notamment sur des projets qui modifient ou qui impactent les conditions de travail suite à un danger grave et imminent. Donc effectivement, là, on fait le recours à un expert homologué, hein. Donc ça, c'est un vote du CSE, c'est une expertise avec un prestataire homologué externe et il y a vote. Et donc là, l'employeur n'a pas le choix. Bon, c'est pas forcément toujours bien vécu par l'employeur. L'idée, il ne faut pas perdre de vue que derrière, vous voulez qu'il y ait un plan d'action qui soit mis en place. Non. Et puis, il y avait la question Le du coût. coût, voilà, c'est ça. Si le coût incombe à l'entreprise ou au CSE. Alors, le coût, globalement, c'est supporté par l'employeur dans tous les cas. Après, si on est dans le cadre de certaines expertises, il me semble que ce sont les expertises
pour danger grave ou impactant les conditions de travail. Enfin, il y a une des deux expertises où le budget du CSE est mobilisé à hauteur de 20%. Voilà, mais bon, globalement, c'est l'employeur. Du coup, j'ai aussi une autre question pour toi, Clément. Une Hmm. enquête RPS a été menée à la demande de notre CSE. Oui. À ce jour, les résultats ne nous... Ah, pardon, excusez-moi, ne nous ont pas été transmis. Le CED-EST tarde à nous fournir les résultats. Quelles sont nos possibilités pour obtenir l'analyse de cette enquête? Alors, après, si une enquête a été réalisée, donc, là, il faudrait voir le contexte, pourquoi ce n'est pas communiqué, mais euh, là, ce que je verrais, c'est bah, faire la demande à l'employeur, le porter à l'ordre du jour d'une réunion de CSE pour avoir les résultats de l'étude. Euh, voilà, comme ça, ce que je peux répondre à chaud sur cette question. Merci, Clément. Nous pouvons encore répondre à une dernière question parce que je vois qu'il est déjà 13h30. Est-ce qu'il y a encore des participants qui souhaitent, enfin, en tout cas, poser une dernière question avant de clôturer ce webinaire? Eh ben, je pense que c'est tout bon. Eh bien, je Bah, vais remercier les participants d'avoir suivi le webinaire. Je te remercie, Agathe, pour merci à toi, Clément. l'organisation. Ouais, Puis tiens, un commentaire de Mathilde, webinaire très intéressant et clair. Merci pour la présentation. Bah, merci beaucoup, Mathilde. Ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça. eh bien, merci également. Nous, en tout cas, du coup, je vais vous envoyer le replay du webinaire, bien évidemment. Je vous enverrai également un lien pour vous inscrire à notre prochain événement, prochain webinaire qui aura lieu le 17 octobre sur la thématique du télétravail. Je vous remercie pour votre présence, d'avoir participé à ce webinaire et puis également d'avoir été actif et d'avoir posé des questions à notre intervenant. C'est toujours intéressant d'avoir voilà, des questions. Merci à toi également, Clément, pour ce super webinaire très intéressant. Merci. Peut-être que tu veux clôturer avec un mot, un mot final. Eh bien, je vais dire merci à tout le monde et puis je souhaite à tout le monde que ce sujet puisse se vulgariser, ne fasse de moins en moins peur et puisse être abordé de manière plus facile dans toutes les entreprises, entre toutes les parties, parce que honnêtement, ça améliore beaucoup de choses, aussi bien pour l'entreprise que pour la santé des personnes, donc c'est essentiel. Très belle conclusion. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci, à bientôt.